Mesdames et messieurs, d'abord pour vous dire que je suis vraiment extrêmement ravie d'être avec vous pour cette clôture. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pu passer toute la matinée avec vous, parce que c'est vraiment un événement extraordinaire auquel nous pouvons participer les uns et les autres. Et c'est pour moi d'abord et avant tout, et c'est pas marqué dans mes petites notes, l'occasion de remercier, si vous me permettez, en votre nom, la DAN de l'Académie de Nancy-Metz, tous ces collaboratrices et collaborateurs qui ont pensé, imaginé cette semaine, puisque nous n'en sommes plus à la journée académique du numérique, mais à la semaine académique du numérique, pour montrer toute l'importance effectivement que ce domaine a pour nous, mais surtout au service des apprentissages, au service des élèves. Et le fait d'avoir consacré cette journée en particulier à la thématique de l'école inclusive est vraiment un signe extrêmement fort pour nous, nous montrer comment nous concevons et pourquoi nous voulons entrer dans le numérique. Donc vraiment, merci. Allez, on peut se permettre, moi j'aimerais bien que vous applaudissiez la dame de l'Académie de Nancy-Metz, qui a fait un gros travail. Et merci de la récompenser par votre présence. Alors je voudrais effectivement vous parler du handicap dans l'Académie Nancy-Metz et vous dire, vous qui êtes des spécialistes, vous le savez bien, mais pour autant réaffirmer que le handicap est effectivement une réalité dans notre société, mais c'est surtout une réalité présente dans les établissements scolaires. Et que de ce point de vue-là, nous avons fait des gros progrès, même si, et nous allons évidemment en discuter beaucoup ensemble, il nous reste encore de grands progrès à faire. Juste quelques chiffres. L'Académie de Nancy-Metz scolarisait à la rentrée 2016 dans l'enseignement public plus de 10 500 élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, avec une répartition assez équilibrée entre le premier et le second degré, puisqu'on est environ à 46 et quelques pourcents dans le premier degré et pas loin de 54% dans le second degré. Et ce nombre d'élèves porteurs de handicap scolarisés chez nous augmente tous les ans, principalement dans le second degré, ce qui est bien normal, puisque nous arrivons de mieux en mieux à accompagner les élèves sur un parcours. Avec des typologies de troubles assez variées, les éléments que j'ai sous les yeux m'indiquent que 40% de ces élèves sont porteurs de troubles intellectuels et cognitifs, environ 20% de troubles psychiques, 18% de troubles de la parole et du langage, 10% de troubles moteurs, 5% de troubles sensoriels, donc auditifs ou visuels, et 10% d'autres troubles. Donc voilà, nous avons un panel assez varié et un nombre d'élèves tout à fait conséquent pour qui l'intégration est quelque chose de visible, de concret. Et cette intégration, elle concerne également désormais l'accès aux études supérieures, puisque de ce point de vue, je me permets de le dire, l'Académie de Nancy-Metz et l'Université de Lorraine, que je tiens vraiment à saluer, ont été véritablement pionnières en initiant dès 2009 un dispositif spécifique d'accompagnement qui est intitulé Handicap et études sup, qui depuis d'ailleurs fait école et a été largement repris l'an dernier quand on a travaillé sur Parcoursup, et un petit moment de flottement sur la capacité justement à faire attention aux situations particulières de ces élèves, de ces étudiants. Le niveau national est revenu vers nous en nous demandant mais au fait comment vous faites, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les outils que vous utilisez. Donc c'est un élément de fierté pour nous, même si c'est aussi un stimulus pour continuer à avancer. Alors je me permets juste une petite digression pour revenir un petit peu sur cette notion d'inclusion scolaire que nous utilisons beaucoup. Vous savez évidemment que cette notion, elle a été initiée il y a déjà maintenant quelques années, puisque c'était en 1994, lors de la déclaration de Salamanque, à l'issue d'une conférence mondiale qui avait été organisée sous l'égide des Nations Unies et qui réunissait un bon nombre de pays, plus de 90 pays, dont la France. Et cette conférence internationale, elle s'inscrivait dans l'objectif prioritaire de l'éducation pour tous. Et je cite les éléments qui ont été utilisés à cette époque: promouvoir l'approche intégratrice de l'éducation, c'est-à-dire permettre aux écoles d'être au service de tous les enfants et en particulier de ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux. Et je trouve que cette phrase, elle est intéressante et qu'il faut y revenir. Parce que finalement, et c'est ça, je pense, l'idée phare, c'est que, évidemment, l'école inclusive, elle est d'abord et avant tout au service des besoins des élèves à besoins particuliers, et ça, c'est
évident, mais que tout ce que nous faisons pour ces élèves, qui est absolument essentiel et prioritaire, bénéficie à l'ensemble des élèves du système éducatif. Parce que promouvoir l'école inclusive, c'est faire droit à deux exigences qui sont finalement, de mon point de vue, aux racines même du pacte républicain autour de l'éducation. D'abord, assurer l'exercice effectif du droit fondamental à l'éducation. Et c'est une phrase essentielle du Code de l'éducation qui dit « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ». C'est ce qui nous anime, je crois tous et toutes, ce droit fondamental. Et puis évidemment, en ce qui concerne l'inclusion spécifique, c'est faire en sorte que l'éducation des enfants à besoins particuliers se fasse dans les mêmes écoles, dans les mêmes établissements et dans les conditions les plus appropriées autant que les autres enfants. Et on sait bien que tout ceci n'a pas été si naturel que cela, et qu'une des objections qui d'ailleurs nous est encore quelquefois levée, c'est le fait qu'on nous demande souvent si la volonté d'inclure coûte que coûte ces enfants et ces élèves à besoins particuliers ne risque pas de nuire finalement à la nécessité d'assurer à ces enfants une prise en compte spécifique de leurs besoins, au risque finalement de les diluer dans notre système éducatif et de ne plus justement voir leurs particularités. Et c'est ça qui est finalement notre défi, c'est que nous avons effectivement cette responsabilité d'à la fois scolariser ces enfants dans les mêmes établissements et d'adapter les dispositifs d'enseignement à leurs difficultés spécifiques. Et voilà pourquoi cette dimension a tout son sens dans cette semaine consacrée au numérique. Parce que oui, le numérique est un levier sur lequel nous pouvons véritablement agir. Parce que les systèmes d'enseignement, et c'est ça qui est intéressant, je crois, sont de plus en plus contraints, on exige de plus en plus d'eux, de devenir plus inclusifs, d'intégrer des pédagogies qui soient à la fois individualisées et différenciées. Et on le voit bien dans la création de parcours qui sont de plus en plus personnalisés et qui s'appuient évidemment de ce fait de plus en plus, de manière massive, sur des outils et des procédures numériques. Et je pense que là, on tient quelque chose de fondamental, parce que cette exigence de personnalisation, d'accompagnement, qui doit vraiment être disponible pour tous les élèves, doit évidemment s'accompagner, et c'est fort logique, de l'accueil et de l'accompagnement particulier des élèves à besoins spécifiques dans la vie de classe. Et donc, cette dimension collective, qui est un des éléments de l'apprentissage du vivre ensemble, comme on le dit assez souvent, je crois que c'est aussi un aspect absolument central de la mission éducative de l'école que évidemment, nous portons très haut. Alors, puisqu'on est ici dans un séminaire qui s'intéresse particulièrement au numérique et qui a pour objet de réfléchir à la place de la ressource numérique dans ce cadre de l'inclusion scolaire, je crois que vous avez déjà eu l'occasion d'y réfléchir, et je sais que le professeur Jérôme Dinet, ce matin, vous a quand même amené à ne pas, si j'ai bien compris, ce que l'on m'a dit de ses propos, parce que je n'ai pas eu la chance d'y assister personnellement, mais on se connaît un peu, donc on a déjà eu l'occasion de discuter. Il vous a invité à ne pas céder à un enthousiasme exagéré ou prématuré, parce que l'ambition, l'enthousiasme, la volonté de particulariser, de spécifier cet accompagnement doit à l'évidence s'appuyer peut-être sur une évaluation qui soit un peu plus poussée de la qualité et de l'intérêt des outils numériques que nous proposons, et que nous manquons encore à l'évidence de données, de mesures qui nous permettent de manière objective, scientifique, rationnelle, d'être certains de l'efficacité, de l'appui des outils que nous utilisons. Je crois qu'il faut le dire assez clairement, il ne faut pas céder de ce point de vue-là, je veux dire, de manière béate à l'attractivité du numérique. Les ressources numériques, oui, l'intelligence artificielle, certainement, mais comme je crois l'audiovisuel jadis, et comme
au moment où finalement Gutenberg a inventé l'imprimerie au XVe siècle, eh bien, tous ces médias ne mènent pas automatiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, et heureusement, à la disparition de la médiation humaine dans l'enseignement, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que effectivement ces outils ne sont que des outils justement au service de cette médiation et de l'intelligence humaine qui doit rester première dans l'accompagnement. Et de ce point de vue, il me semble que l'on peut vraiment discerner 4 grands enjeux sur lesquels j'aimerais bien que cette semaine puisse nous amener à réfléchir, liés à la ressource numérique. Parce que finalement, toute cette semaine, elle va beaucoup tourner autour des ressources. Les 4 grands enjeux que je voudrais partager avec vous sont les suivants. Les questions d'accessibilité, d'une part. La personnalisation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, la personnalisation. L'autonomie et, en dernier lieu, l'ouverture au monde. Alors, si je reviens sur le premier, sur la question de l'accessibilité, là, je crois qu'on tient effectivement un enjeu important. La ressource numérique que nous produisons ou que nous mettons à disposition des enseignants et des acteurs doit être accessible à tous et à toutes. On peut dire que l'informatique, depuis ses débuts, a beaucoup évolué vers des interfaces qui sont de plus en plus proches des interfaces naturelles. Et donc, il serait évidemment extrêmement paradoxal de ne pas continuer les efforts en poussant à l'usage d'interfaces qui soient adaptées également aux différents handicaps. Et je ne suis pas sûre que nous soyons tous collectivement et que tout le monde soit aussi attentif dans ce domaine qu'on le pourrait. Et là, il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement important. Parce que par cette question de l'accessibilité, finalement, on pose un aspect qui me semble essentiel du problème, c'est l'adaptation de l'outil à l'utilisateur et à chaque utilisateur. Et les chiffres que je vous ai donnés au départ montrent bien que sous le mot assez vague de handicap, finalement, on recouvre des situations qui sont des situations extrêmement différentes. Et que donc une ressource numérique, par essence estampillée handicap, n'est pas a priori adaptée à tous les utilisateurs. Donc on a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. Et vous savez bien, en fait, quels sont les grands atouts de l'outil numérique. Je pense qu'on est vraiment, en termes de capacité de stockage des données, d'analyse des traces d'apprentissage, dans des dimensions, évidemment, de rapidité de calcul ou de capacités qui sont éminemment supérieures à celles de l'être humain. Et donc, oui, je pense que l'utilisation d'outils qui soient automatisés, en particulier dans le traitement des traces d'apprentissage des élèves, doit nous permettre une observation qui soit à la fois beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus fine des modes d'apprentissage, des difficultés des élèves, de leurs atouts aussi, de ce qu'ils savent faire, et donc doit faciliter et peut-être rendre plus précoce, parce que ça c'est une de nos grandes difficultés, un diagnostic des difficultés rencontrées, que ça soit d'ailleurs pour des élèves à besoins particuliers, que pour bien d'autres élèves qui ont des profils plus ou moins fréquents. Et d'ailleurs, je crois que dans chacun de mes propos, vous le verrez, moi je redis que toute cette attention spécifique à chacun des élèves pour ce qu'il est doit devenir la ligne de conduite de ce que nous faisons à l'école, et effectivement le numérique en est un atout particulier. Et donc c'est bien ce deuxième enjeu sur lequel je voulais intervenir, qui est cette question de personnalisation. Toutes ces techniques, toutes ces ressources doivent faciliter la mise en œuvre de mesures d'aide et de remédiation qui soient le plus adaptées possible et qui s'adressent à la fois aux professeurs. Ça veut dire que j'attends de ces ressources qu'elles facilitent, par exemple, la conception de parcours pédagogiques, de démarches qui soient les plus diversifiées possibles, mais il faut évidemment aussi que l'on imagine des ressources qui soient spécifiquement, qui parlent spécifiquement aux élèves, en permettant une personnalisation plus aisée des contenus, des activités d'apprentissage, mieux adaptées à la progression et la difficulté de chacun. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous voyons à l'heure actuelle beaucoup évoluer très rapidement dans la conception des ressources numériques. Et nous y tendons les uns et les autres, parce que évidemment, et dans la région Grand Est, ça retentit de manière particulière,
on voit bien que les avantages que l'on peut tirer, par exemple, de passer d'un manuel imprimé, d'un manuel papier que l'on suit finalement relativement mécaniquement, où on prélève quelques éléments par-ci par-là, mais avec des vraies difficultés de trouver le bon support au bon moment pour la difficulté que l'on a rencontrée. On voit bien que le numérique permet évidemment d'emblée la conception de ressources en petites unités indépendantes, en granules, que ce soit des vidéos, des textes, des activités, si possible placées sur des plateformes interactives, et donc qui peuvent être agencées de manière diverse par les professionnels dans des parcours différents que les professeurs continuent à construire, à piloter, à personnaliser. Je dis ça parce que beaucoup dans des établissements scolaires, lycée 4.0 que je rencontre, les professeurs m'ont dit au début, quelquefois on se sent un tout petit peu dépossédé finalement de notre spécificité d'enseignant. Je pense en particulier à tout le travail qu'on a fait sur Profane, dans lequel, vous le savez peut-être, c'est une expérimentation de ressources numériques et de parcours dans le cadre des lycées professionnels, sur lequel nous sommes extrêmement présents dans l'académie, et dans l'expérimentation qui est assez scientifique avec des groupes qui ont des responsabilités, on va dire, différentes pour pouvoir tester un certain nombre d'hypothèses scientifiques. Eh bien, dans certains de ces groupes, les professeurs ont eu à mettre en place des parcours éducatifs clés en main qui avaient été pensés par d'autres. Et leur première impression, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais on n'est plus professeur, quoi, en fait. Hein. Moi, ce qui me fait plaisir, m'a dit un professeur, c'est de passer du temps chez moi à concevoir des ressources, à imaginer des cours. Et là, c'est plus du tout la position que j'ai. Et en discutant avec eux, ils me disaient, ben, en fait, on a fini par comprendre ce qu'on nous demandait. On a fini par comprendre, effectivement, qu'on était dans une logique d'accompagnement, de spécialisation ensuite des outils, de diagnostic fin des difficultés que rencontraient les élèves, et donc d'imaginer le parcours qui suivait. Et on a retrouvé, finalement, tout ce qui est aussi à l'origine de notre expertise particulière. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, et que cet après-midi, puisque vous pourrez bénéficier d'une présentation justement des BRNE, de la Banque de ressources numériques pour l'éducation, vous pourrez toucher un peu plus de doigt ce principe, puisque c'est à la base de ces ressources très intéressantes. Le troisième enjeu dont je voulais vous parler, c'est celui d'autonomie, parce qu'il me semble que là-dessus, là encore, nous avons un effort collectif à faire. Les ressources numériques, de mon point de vue, doivent faciliter l'apprentissage des élèves en autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en leur donnant des occasions de s'auto-évaluer, en leur proposant des activités de remédiation et de ressources qui soient plus adaptées, en leur laissant vivre leur vie d'élève et d'apprenant sur des parcours qu'ils peuvent eux aussi pas à pas construire, évidemment avec l'aide de l'informatique et en particulier de l'intelligence artificielle sur lequel, là encore, nous pouvons vraiment nous baser. Et donc, on a là, je crois, une source extrêmement intéressante, y compris de valorisation de chacun des élèves. Et le quatrième et dernier point, et rassurez-vous, ensuite, ça sera la fin, presque, il n'y a plus qu'une conclusion de 10 pages après, donc ça devrait aller vite, c'est l'ouverture au monde extérieur. C'est quelquefois un petit peu paradoxal finalement, parce souvent on représente le numérique ou l'informatique comme on montrait un enfermement devant son écran. L'élève est tout seul, il est coupé du monde, il ne parle plus au professeur, il ne parle plus aux autres élèves. Mais là aussi, ça me permet de faire une petite parenthèse, on a tout un programme de recherche dans l'Académie de Nancy-Metz pour regarder de quelle façon le numérique, finalement, agit sur les compétences d'interaction à l'intérieur de la classe, entre les élèves et entre le professeur et les élèves. Très intéressant de voir que les premiers éléments nous disent qu'on n'a pas une diminution de ces capacités d'interaction, mais clairement, ce n'est plus les mêmes interactions qu'avant. Et donc, c'est intéressant d'essayer de se poser la question, de savoir comment d'abord si elles sont productives ou pas, ces nouvelles interactions. Est-ce que c'est utile de pousser dans ce sens ou pas? Et puis, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner? Voilà, donc je pense que quand je parle aussi d'ouverture au monde extérieur, je pense que la question de l'adaptabilité des ressources et des parcours d'apprentissage
doit aller au-delà de la ressource simplement scolaire. Oui, nous parlons de ressources numériques pour l'éducation, mais l'éducation, c'est un vaste mot. Ça ne se passe pas que dans la classe. Parce que, d'abord, les élèves ont une expérience de l'outil numérique qui va bien au-delà, au dehors de l'école, et que je pense qu'il serait opportun d'en tenir compte dans la construction et dans la conception des parcours et des outils d'apprentissage. Oui, ils apprennent ailleurs qu'à l'école. Comment est-ce qu'on peut utiliser cela? Et puis, d'autre part, il ne faut pas négliger aussi la possibilité d'accéder à des ressources ouvertes et de leur apprendre à travailler sur des ressources ouvertes. Je pense en particulier à la convention que nous avons signée avec Educarte, qui est extrêmement intéressante et qui permet aux élèves d'accéder aux émissions de la chaîne que vous connaissez bien, hein, et qui offre aussi aux professeurs la possibilité d'adapter les contenus qui sont développés par Arte aux élèves et à une démarche spécifique. Donc d'utiliser aussi, de ce point de vue-là, des éléments, des granules qui leur permettent de construire des éléments. Et je pense aussi à toutes les grandes plateformes culturelles qui sont mises à notre disposition, le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, l'INSERM, pour ne citer que quelques-uns, qui, là encore, nous mettent clairement à disposition beaucoup de ressources et pour lesquelles, quelquefois, nous avons, je crois, encore à travailler et à nous former collectivement pour savoir comment les utiliser de la façon la plus intelligente possible. Parce que je suis convaincue que la ressource scolaire, elle doit ouvrir l'élève sur le monde de l'information, de la culture, sous tous ces termes, hein, y compris la culture scientifique, et que ça n'aurait aucun sens, au contraire, que cette ressource scolaire enferme davantage l'élève dans la classe. Voilà, je vais donc vous conclure. Juste pour, en conclusion, formuler 3 recommandations, si je peux me permettre. D'abord, dire que si la relation pédagogique humaine, elle doit rester centrale, et je pense l'avoir dit clairement dans mes propos, je suis également convaincue qu'il est nécessaire que nous ayons davantage d'expertise scientifique à disposition et que l'expertise scientifique se mette à l'écoute des utilisateurs des outils, c'est-à-dire à l'écoute des professeurs, à l'écoute des éducateurs, mais aussi à l'écoute des élèves dès la création des ressources numériques. Moi, ça me semble, et j'appelle vraiment de mes voeux à ce que, puisqu'on parle beaucoup de communautés apprenantes, et que ces communautés apprenantes puissent véritablement se construire, y compris avec l'expertise des producteurs, parce que, je vous le dis très clairement, je crois que l'école, avec un grand E, n'adhérera pas à des produits commerciaux importés clés en main. Ça, c'est une vue de l'esprit, ça ne fonctionnera pas, et que sous ceci, le développement des ressources ne pourra véritablement se faire que si les acteurs de l'enseignement sont associés à la conception des ressources et des outils. Et j'insiste aussi, je pense qu'on ne prend pas assez en compte la dimension des élèves et la vie des élèves. Et que là, on a vraiment un club des utilisateurs au sens très large à mettre en œuvre. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il ne faut pas négliger, et je sais que ce n'est pas ce qui se fait dans l'académie, mais il faut l'avoir toujours à l'esprit, il ne faut pas négliger les questions éthiques et juridiques. Parce que, vous avez bien vu dans mon propos, que pour que les choses soient de plus en plus personnalisées, adaptées, intelligentes, etc., il faut qu'on puisse collecter et traiter de façon massive des données toujours plus importantes et toujours plus personnelles d'apprentissage relatives aux élèves. Et comment est-ce qu'on peut le faire en respectant la vie privée des élèves, en respectant quelquefois même leur intimité quand on parle de handicap. Donc, en particulier dans l'enseignement scolaire, puisque c'est surtout destiné à des mineurs et des publics qui sont vulnérables par naissance, et quand on parle des élèves à besoins particuliers, peut-être encore plus vulnérables que les autres, on a vraiment une responsabilité, et j'appelle de ce point de vue-là à la prudence dans le traitement des données, y compris à des fins pédagogiques. Et donc nous avons besoin d'avoir vraiment, de ce point de vue-là, des interlocuteurs qui soient conscients de nos responsabilités collectives. Et le dernier point, mais finalement il était déjà en filigrane dans mes propos, c'est que j'appelle vraiment à une collaboration renforcée entre les laboratoires universitaires,
le ministère de l'Éducation nationale et les académies. Et je n'oublie aucun de ces trois acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale tout seul avec les grands chercheurs universitaires, hein, ce n'est pas seulement localement, c'est bien dans une symbiose intelligente et dans des allers-retours intelligents entre l'expertise scientifique, le pilotage national et la connaissance du terrain que nous pourrons, je crois, progresser ensemble. Ce séminaire en est la preuve. Nous, dans l'Académie de Nancy-Metz, nous nous engageons véritablement très fortement dans une démarche très volontariste. Et puis, nous sommes très impliqués dans des projets de recherche dont nous sommes partenaires. C'est vraiment l'occasion de remercier tous les labos et les universités qui nous suivent. Et c'est aussi évidemment l'occasion de remercier le ministère de l'Éducation nationale et en particulier la DNE, qui est tout le temps et toujours et depuis le début présente à nos côtés et dont le soutien est extrêmement précieux pour nous. Donc très très bon séminaire, mesdames et messieurs, et merci encore de votre présence.